Bonjour à tous et bienvenue ce soir pour cette deuxième séance de chat vidéo du mois de juillet. Avant que tout le monde prenne un petit peu de vacances pour reprendre des forces pour la rentrée du mois de septembre. Mois de septembre, nous nous retrouverons pour une troisième séance. Voilà, écoutez, j'attends vos questions, je suis prêt à y répondre. Première question de Christian. Pourquoi ne pas faire un rond-point au carrefour de Pignou ? Alors pourquoi ne pas faire un rond-point au carrefour de Pignou? C'est un sujet qui date depuis très longtemps. Déjà à noter que depuis quelques années, il y a eu un aménagement qui a été réalisé, en particulier ce qu'on appelle un tourne à gauche, pour se rendre du centre commercial Carrefour en direction de l'hôpital. Donc cet aménagement a permis de faciliter en fait la fluidité sur ce carrefour, et les comptages que nous avons pu effectuer, notamment sur les stockages de voitures, ont démontré qu'il n'était pas nécessaire d'aller pour l'instant plus loin. À noter aussi un point particulier qui n'est pas neutre à l'époque où l'on vit, c'est qu'on peut imaginer que la réalisation d'un giratoire à cet endroit-là pourrait avoir un coût voisin entre 800 et 900 000 euros. Donc il est clair qu'aujourd'hui, ce point n'est pas d'actualité, mais si effectivement nous devions constater que la fluidité et le nombre de véhicules qui pratiquent ce carrefour est plus important dans les mois ou les années à venir, nous nous reposerons la question à ce moment-là. Question de Mathilde. Savez-vous combien de milliers d'euros nous pouvons économiser en mutualisant les compétences de la ville et de l'agglomération ? Alors, dans le cadre des mutualisations, c'est toujours très difficile de mesurer les mutualisations et les compétences entre les communes et puis l'agglomération, parce que je tiens à insister qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de travailler sur la mutualisation des services de la ville de Bourges et de l'agglomération, mais de l'ensemble des communes qui constituent l'agglomération. Donc, c'est toujours quelque chose de très délicat à évaluer. Sincèrement, aujourd'hui, nous n'avons pas d'estimation, mais bon, c'est que du bon sens, si vous voulez. Je vais prendre un exemple. Le fait d'acheter par exemple un logiciel informatique pour l'agglomération sans tenir compte éventuellement de ce qui existe dans les autres communes, on peut naturellement comprendre que ceci a un coût. Et en tout cas, ce sont des économies que l'on peut faire. Après, sur l'aspect mutualisation des personnels au sein d'une direction, ça, c'est quelque chose qu'on mesurera un peu dans les années qui viennent, mais inévitablement, on gagnera en efficacité, donc forcément en économie. Donc voilà, nous sommes sur cette démarche-là au niveau des mutualisations. J'ai décidé, en accord avec les vice-présidents de l'agglomération, de mettre en place des groupes de travail qui ont commencé à travailler depuis quelques semaines. Et le premier de ces groupes de travail, justement, a comme objectif de travailler sur la mutualisation des services. Le rendu de ce groupe de travail qui devrait avoir lieu normalement au mois de novembre au cours d'un séminaire, à l'issue duquel je prendrai la décision de mise en application. Je tiens aussi à souligner une chose importante, c'est que le vice-président qui est en charge ce groupe de travail n'est pas le maire de la ville de Bourges, je l'ai souhaité comme ça. C'est le maire d'une autre commune. Et puis, le groupe de travail était constitué à la fois des agents de l'agglomération Bourges Plus, mais à la fois des agents de certaines des communes qui constituent l'agglomération, puisque nous aboutirons convenablement, efficacement à améliorer nos fonctionnements par la mutualisation avec l'apport de chacun, et notamment des agents qui connaissent très bien, chacun dans leur activité, leur métier. Question de Laurent. Serait-il possible d'envisager une tarification avec des zones pour les rues commerçantes, notamment la rue Édouard Vaillant et la rue d'Oron ? Alors oui, nous travaillons actuellement sur la tarification du stationnement d'une façon générale, autant sur les parkings que sur les rues commerçantes. Donc un rapport m'a été remis donc il y a quelques jours, que j'ai déjà examiné. Bien sûr, ces changements de tarification doivent faire l'objet d'un vote au conseil municipal. C'est une décision qui n'en revient pas au maire. Simplement donc nous allons expérimenter sur la rue d'Oron, excusez-moi,
une tarification avec une gratuité la première demi-heure d'utilisation de place de stationnement. C'est très important dans la mesure, effectivement, la rue de Ron est une rue où il y a entre autres des commerces de bouche, et on peut bien comprendre qu'on n'a pas besoin de rester très longtemps dans un commerce et donc s'obliger à payer un stationnement quand on va acheter, je dirais, un pain ou quand on va acheter un poulet, par exemple, hein, si je prends cet exemple-là. Le fait de ne pas payer, le risque, effectivement, de recevoir une amende de 16 € si des fois on n'a pas payé, fait en sorte que cette petite course peut revenir très cher. Donc nous allons d'abord expérimenter ça rapidement, une fois encore, d'ici la fin de l'année, rue de Ron. Et si l'expérience est positive, nous la généraliserons dans ce type de rue. Et effectivement, la rue d'Édouard Vaillant sera parmi celles-là. Simplement un mot en complément sur les parkings, et notamment sur le parking Cujas, hein, que, comme je l'avais dit au cours de la campagne, ce parking Cujas, je le maintiens en termes de parking. Hein, d'aucuns auraient voulu effectivement qu'on en fasse une grande place, ce n'est pas d'actualité aujourd'hui. Et alors nous allons proposer aussi au conseil municipal la première heure gratuite de ce parking Cujas. Ça correspond à une demande conjointe et concertée avec les commerçants, avec une augmentation des tarifs au-delà de la première heure, de manière à améliorer le turnover sur ce parking-là et faire en sorte d'inciter les berruyers, les berruyères et les visiteurs de Bourges à utiliser d'autres parkings du centre-ville, en particulier l'Hôtel-Dieu, qui est un parking qui est utilisé qu'à 60% de sa possibilité et qui se trouve à 2 pas du centre-ville. Question de Petit Sam. Serait-il possible d'organiser une réunion publique dans chaque quartier afin de présenter aux habitants les nouveaux conseillers de quartier et expliquer leur rôle ? Écoutez, ça me paraît effectivement une bonne idée. Alors, bon, il y a deux formules, hein. Soit on crée une réunion publique en rassemblant l'ensemble des habitants, donc c'est une possibilité, il faut qu'on y réfléchisse. Ça peut être peut-être un peu compliqué à organiser, mais pourquoi pas, hein. Moi, je vais demander à mes services de réfléchir à ça. Ça pourrait être aussi, en introduction de la première réunion de conseil de quartier, inviter l'ensemble des habitants des quartiers pour d'abord que les conseils de quartier soient présentés, hein, physiquement, et expliquer rapidement leur rôle. Voilà, écoutez, je prends votre proposition qui est très intéressante, et puis je regarde avec mes services ce que l'on peut faire. Une question de Betty. Pourquoi limiter le Krebs à 6 sports, BMX, badminton, basketball féminin, motocross, basket, gymnastique masculine? Pourquoi ne pas profiter de cette implantation pour l'ouvrir à d'autres sports et dédier ce territoire au haut niveau sportif? Écoutez, le fonctionnement du Krebs avec la ville de Bourges, ses utilisations, fait l'objet d'une convention, hein, naturellement, puisque le Krebs est sous la responsabilité du conseil régional de la région centre. Et il a été établi il y a quelques années des conventions d'utilisation par les clubs de la ville de Bourges de ce Krebs. Très récemment, j'ai rencontré M. François Dumont, qui est en charge en particulier à la région de tout ce qui est sport, et nous devons remettre à jour cette convention, hein, qui intègre aussi à l'inverse l'utilisation des installations de la ville de Bourges. Je pense notamment le centre nautique par des sportifs qui utilisent le Krebs aujourd'hui. Et donc tout cela est complètement ouvert. Voilà, il faut aussi gérer un peu l'espace, hein, gérer les disponibilités, hein, puisque l'installation au Krebs, ce sont des installations importantes et très utilisées. Donc il faut l'intégrer. Alors, après, on peut aussi se poser la question, et ça, je dirais, nous y travaillons aujourd'hui, et j'ai eu l'occasion récemment de rencontrer le président Bonneau, hein, président de la région centre, sur la possibilité d'ouvrir sur Bourges et sur l'agglomération des formations au sport, hein, type sport-études, hein, comme il a été noté, puisqu'en fait, nos installations aujourd'hui sont considérables, entre le vélodrome, le Krebs que vous évoquez, les installations sportives de la ville de Bourges, en particulier le centre nautique. Nous avons, je pense, un pôle à Bourges et sur son agglomération très important pour proposer effectivement des formations complémentaires à celles qui existent dans les autres grandes villes de la région centre. Donc tout ça est à la réflexion. Une question de Laurent. Je pratique des activités de canoë, de nage et d'hydrospeed. Départ de Saint-Germain jusqu'à Bourges, puis de Bourges à Marmagne. Que compte faire la mairie ou l'agglo pour l'entretien et la sécurisation ?
Alors, pour répondre à votre question précisément, la mairie rien et l'agglo rien, vous allez comprendre pourquoi, puisque la gestion du canal en particulier, hein, de notre canal de Berry, en revient à un syndicat qui rassemble un certain nombre de communes, qui a en charge effectivement l'entretien. Bon, ceci dit, effectivement, le canal traversant en particulier la ville de Bourges, il convient de veiller à son entretien, ce qui n'est pas une chose simple, hein, c'est une chose pas simple du tout et coûteuse, mais en tout cas, il est très important d'y apporter, je dirais, des investissements dans certains cas, hein, ce qui a été le cas les précédentes années, puisqu'il faut conforter aussi les berges du canal, hein, et vous imaginez très bien que l'eau participe malheureusement à la destruction de ces berges. Donc les syndicats, j'y investissent beaucoup, hein, chaque année pour cet entretien. Donc nous continuerons à le faire. Bon, et je sais que c'est pas suffisant. Hein, c'est pas suffisant. On voudrait effectivement aller plus vite, notamment pour vous qui utilisez effectivement ce cours d'eau pour pratiquer le sport, mais aussi faire en sorte que ceux qui utilisent aussi la berge soient en toute sécurité. Donc voilà, je vous réponds très simplement, la mairie et l'agglo, non, parce que ce n'est pas sous sa responsabilité, mais je sais que le syndicat s'y attelle beaucoup chaque année et continuera à faire le nécessaire dans les années à venir. Une question de l'association Action Solidarité 18. Monsieur le maire, la création de notre association Action Solidarité 18, créée à Bourges le 7 juin 2014, a pour but de venir en aide aux personnes malades et de maladies incurables. Nous espérons compter sur votre soutien et la solidarité de la commune de Bourges. Portez-vous votre soutien auprès de notre association ? Pourquoi ne pas faire connaître cette association auprès de la ville dans votre mairie, avec un rendez-vous auprès des berruyers et votre présence? Merci, monsieur le maire. Bien, d'ailleurs, je pense que nous sommes rencontrés, hein, d'ailleurs, il y a quelques semaines déjà, quand vous m'avez présenté en fait l'association, et je ne fais que confirmer effectivement que dans cette initiative, la ville de Bourges peut vous aider dans la limite de ses compétences, donc comme toute association d'ailleurs, hein, au demeurant. Donc votre action est tout à fait louable et très importante, hein. Il faut considérer effectivement les personnes qui sont malades. Elles ont besoin à la fois du corps médical, hein, qui les suit naturellement, mais aussi de cet environnement associatif qui est notamment donné par des personnes qui ont, naturellement par définition, par des bénévoles qui soutiennent par leur action, par leur présence, par leur échange, un soutien qui est indispensable jour après jour, de manière à accompagner autant que cela peut se faire les personnes malades, et en particulier celles qui sont atteintes malheureusement de maladies incurables. Donc bien évidemment que la ville de Bourges que je représente est à votre disposition pour discuter avec vous sous quelle forme on peut vous aider, une fois encore dans la mesure de nos compétences. Une question de Gilles Odo. Que vont devenir le site et les bâtiments occupés par les services techniques de Bourges Plus, rue Henri Sellier, maintenant qu'ils sont libérés? Alors il y a des réflexions qui ont eu lieu, hein, au cours du mandat précédent, qui pour l'instant n'ont pas abouti, pour la raison suivante. D'abord parce que les services de l'eau, de l'agglomération qui s'y trouvaient, ont déménagé effectivement sur la zone du Porche, hein, donc la fin du déménagement a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. Les réflexions portaient éventuellement sur la création d'un parking, hein, qui serait à proximité de l'École nationale de musique et de danse et de l'auditorium. Pour ceci, il faut d'abord déconstruire ce site, ce qui ne représente pas rien financièrement, puisque quand je parle de déconstruire, je ne parle pas de démolition, parce que derrière ce mot déconstruire, il y a aussi le traitement de l'amiante, et inévitablement dans ces bâtiments, à l'époque ils ont été construits, il y a forcément de l'amiante, et la conséquence de ça, c'est que la déconstruction coûte énormément cher. Très clairement, aujourd'hui, la ville de Bourges n'est pas en capacité d'engager des gros investissements au-delà de ceux sur lesquels elle s'est engagée, hein, jusqu'à présent. Donc, dans l'immédiat, nous
voilà, nous resterons au stade des réflexions. Le site sera sécurisé pour éviter les squats et le danger. Et puis, le moment venu, effectivement, nous reposerons la question de l'utilisation de ce site. Une question de Thomas. Que proposez-vous pour les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer ? Vous savez, les jeunes entrepreneurs, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Un jeune entrepreneur, d'abord, la plupart du temps, c'est un jeune verrouillé. Donc, bien sûr qu'il faut l'aider. Et puis, deuxièmement, il n'y a rien de plus beau qu'un jeune verrouillé qui crée une entreprise et qui crée des emplois pour les verrouillés. Ainsi, les jeunes restent sur notre territoire et ça, c'est fondamental. Quand j'ai dit ça, il est important de mettre plusieurs choses en œuvre. Tout d'abord, un guichet unique. Un guichet unique pour informer justement les jeunes entrepreneurs de toutes les démarches, toutes les aides possibles que peuvent apporter à la fois les organisations, je dirais, départementales, les organisations nationales, les aides financières, les aides de l'agglomération. Il y a des tas de choses qui existent aujourd'hui. Malheureusement, si vous voulez, mon sentiment, c'est que c'est un peu dispersé sur le territoire et qu'il n'y a pas une forte lisibilité de toutes les offres qui s'offrent à ces jeunes entrepreneurs. Donc l'action que je suis en train de mener, c'est de faire en sorte qu'on ait un guichet unique où un jeune entrepreneur, alors qu'il soit jeune, récent ou jeune, parce qu'il est jeune en tant que tel, puisse venir et avoir à sa portée, en même temps, au même endroit, toutes les informations dont il a besoin en fait, pour créer son entreprise, au lieu de faire 3 fois le tour de la ville pour avoir ces mêmes informations. Le deuxième chose, c'est aussi s'appuyer sur les chefs d'entreprise locaux. Nous avons des entreprises qui sont très importantes, qui sont sur un domaine national ou sur un domaine international, dans des domaines complètement différents. Je pense au Sirop Monin, qui est une entreprise locale et qui a une visibilité internationale avec les sirops qu'elle vend partout dans le monde. Je pense à l'écurie Signature, qui dans le domaine du sport a une renommée aussi nationale. Je pense à Dactyle Bureau, qui a une renommée, je dirais, un peu plus locale pour l'instant, mais qui ouvre aussi des portes à l'extérieur de notre territoire. Tous ces entreprises, et j'en ai oublié, ont des chefs d'entreprise qui démontrent leur efficacité, qui ont démontré leur efficacité. Et je souhaite, avec eux, et je les ai rencontrés la plupart individuellement, ils puissent tutorer, on va dire, un jeune entrepreneur pour l'aider justement à construire son projet. Et puis aussi, tout simplement, parce que vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre, tout simplement pour les aider à ouvrir les portes des banques qui sont quand même actuellement malheureusement un peu frileuses pour aider les jeunes entrepreneurs. Et ça, c'est important qu'on puisse les aider à obtenir les prêts nécessaires à leur lancement. Et puis en fait, dernier axe, c'est leur mettre à disposition des locaux équipés à ces jeunes entrepreneurs de manière à démarrer leur activité sans avoir trop de charges de leur côté. Une question d'Olivier. Bonjour Monsieur le maire. Êtes-vous fier du résultat de l'équipe de France de foot ? Écoutez, très clairement, si on m'avait dit que l'équipe de France de foot arriverait à ce stade-là au démarrage de la compétition, sincèrement, j'aurais signé tout de suite. Moi, ce qui m'a fait plaisir dans cette équipe, et je l'avais déjà constaté au cours des matchs amicaux, et notamment le match qui a eu lieu à Nice, je crois que c'était contre le Paraguay, j'ai plus ça exactement en tête. J'avais trouvé une équipe d'abord rajeunie, et puis une équipe qui avait l'air d'envie. Et au fur et à mesure de la compétition, je me suis aperçu il y avait une bande de copains, des joueurs qui avaient envie véritablement de jouer ensemble, de se retrouver, et puis avec un esprit compétitif. Ils n'avaient pas la grosse tête qu'ils ont de leurs prédécesseurs au cours des mondiaux, du mondial précédent. Ça, c'est plutôt rassurant. Alors tout ce que je leur souhaite effectivement, c'est qu'ils restent dans cet état d'esprit. Vous avez maintenant le championnat d'Europe qui s'annonce, les phases qualificatives dès l'automne prochain. Donc je pense que Didier Deschamps a créé un groupe, a créé un esprit. J'aurais tendance à dire, écoutez, pourvu que ça dure, mais
aujourd'hui, je suis très fier de l'équipe de France. Et puis je veux vraiment le dire parce que autant on a pu dénigrer le comportement de certains joueurs il y a quelque temps, ça a duré et puis ça pouvait être aussi justifié. Et ben, aujourd'hui, on a une équipe de France qui ressemble à quelque chose. Et ben, on peut le dire, j'en suis vraiment très fier. Une question de Thomas. Bonjour, y a-t-il un écran géant d'installer pour la finale de la Coupe du Monde ? Alors, un écran géant installé pour la finale de la Coupe du Monde, écoutez, très clairement, la question m'est posée depuis quelques semaines. Il aurait fallu mettre un écran géant depuis la deuxième partie après les matchs de poule, notamment pour suivre l'équipe de France. Non, très sincèrement, il n'y aura pas d'écran géant. Je vous explique pourquoi, vous allez très vite le comprendre. C'est un coût faramineux et les prix augmentent au fur et à mesure que la compétition avance. On est sur des prix avoisinant entre 50 et 100 000 euros. Et je ne peux pas décemment, aujourd'hui, dans un contexte où je fais le nécessaire et je demande à mes services de faire des économies, dépenser, même sur ce grand événement qui est majeur, dépenser autant d'argent. Je pense qu'il faut savoir gérer les priorités. Moi, j'ai cette responsabilité en tant que maire de Bourges. Là, c'est de l'argent public et je vais prioriser l'utilisation de l'argent public. Et pour l'instant, je considère que ce n'est pas une priorité. Bon, par contre, je vous donne la possibilité aussi d'aller dans les bars de Bourges, dans lesquels il y a souvent des écrans géants. L'ambiance est très sympathique. J'ai eu l'occasion d'y aller donc récemment dans ces derniers matchs. Et puis c'est l'occasion de faire aussi travailler les commerçants. Donc on peut joindre l'utile et l'agréable et je pense que c'est plutôt bien. Une question d'Alex. Bonjour Monsieur le maire, quel est l'avenir de la halle Saint-Bonnet avec l'achèvement d'Avaricom ? Merci. Alors j'ai rencontré les commerçants de la halle Saint-Bonnet pendant la campagne, en fin de campagne, c'était au mois de février ou début mars, autant que je me souvienne. Donc effectivement, je voulais savoir quelles étaient les difficultés, quelles étaient leurs craintes. Alors évidemment, l'arrivée d'Avaricom les inquiète un peu, moins que passer un temps, puisqu'en fait... je pense que pour certains d'entre eux, et la majorité, ils ont bien compris que l'apport de ce centre commercial apportera forcément des clients nouveaux. Mais voilà, il faut faire aussi attention à ce que justement l'arrivée d'Avaricom ne désertifie pas la halle Saint-Bonnet. Alors pour ceci, j'ai décidé de deux choses. La première, est en accord avec les commerçants. La première, c'est de mettre en place une signalisation sous forme de totem qui serait visible à partir d'Avaricom, à partir du boulevard de la République, à partir du boulevard du 11 novembre et à partir du boulevard Clémenceau, pour indiquer la halle Saint-Bonnet. Et surtout, chose qui est importante, de faire savoir sur ces totems quel commerce on trouve au sein de cette halle Saint-Bonnet. Parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué, cette halle a cette spécificité d'être complètement fermée et beaucoup de berruyers, contrairement à ce qu'on peut penser, ne savent pas quel commerce on peut trouver au sein de la halle Saint-Bonnet. Donc c'est quand même paradoxal. Donc je voudrais effectivement qu'on mette ces totems en place pour indiquer effectivement les commerces qui s'y trouvent. Deuxième événement, donc ça c'est du court terme, je pense qu'à partir de la rentrée du mois de septembre ou octobre, ces totems seront en place. Deuxième chose, et là aussi en accord avec les commerçants, j'ai décidé, bon là ça demandera un tout petit peu plus de temps, de démolir en fait les cellules qui se trouvent du côté du boulevard de la République, de manière à avoir une visibilité de l'intérieur de la halle, parce qu'en fait une halle par définition c'est pas fermé. Et là, des commerçants, notamment je pense aux marchands de fruits et légumes, souhaitent installer son étal dans ces cellules qui sont vides, mais qu'on déconstruirait pour avoir une ouverture vraiment sur l'extérieur. Et je pense que ça sera une nouvelle vitrine qui sera donnée à la halle et qui permettra effectivement à la fois aux clients qui viennent de la Saint-Bonnet d'aller facilement et naturellement sur Avaricom et vice-versa, sachant que vous l'aurez peut-être noté que j'ai décidé l'an dernier d'utiliser les mêmes matériaux de revêtement de la voirie, un espace public en particulier, devant la Saint-Bonnet, qu'à proximité donc, du centre Avaricom, de manière à ce qu'il y ait un lien physique et mémotechnique entre les deux activités commerciales. Une question de Jacqueline. Bonjour, des travaux ont été entamés dans les locaux de l'ancienne école de musique. Pourquoi les avoir suspendus ?
Alors, en fait, c'est pas réellement des travaux dans son école de musique, mais plutôt au niveau de la maison de la culture. Donc ça, c'est un sujet important qui date. Alors, je vais faire simple, parce que la question m'est posée assez régulièrement. Je crois qu'elle m'a déjà été posée au cours du chat du mois dernier, mais c'est bien volonté que je vais vous répondre. À l'origine, c'est l'État, il y a quelques années, qui a sollicité la ville de Bourges pour requalifier, pour réhabiliter la maison de la culture sur le site actuel. Une estimation des services à l'époque avait estimé, avec le cahier des charges qu'on connaissait, le montant des travaux à 12 millions d'euros. Et puis, l'État, d'elle-même, la ville de Bourges n'aurait pas réhabilité, très clairement, puisqu'à l'époque, sur ce projet-là, l'État avait indiqué qu'il participerait d'une façon conséquente sur ce projet-là. Donc à partir de là, le cahier des charges a évolué. L'État a dit mais oui, très bien pour réhabiliter, mais c'est pas une seule réhabilitation. Il faut que notre scène de Maison de la Culture reste une scène nationale. Alors scène nationale, ça veut dire deux choses essentiellement. La première, c'est que les deux théâtres, le petit théâtre et le grand théâtre que vous avez peut-être connu, fonctionnent simultanément, sans interférence entre ces deux théâtres. Et puis, deuxième chose, il fallait aussi que les nouveaux décors qui sont actualisés actuellement puissent être utilisés sur la salle du grand théâtre. Ça signifiait qu'il fallait, pour le premier point, décaler les deux théâtres l'un par rapport à l'autre, et puis pour le deuxième point, pouvoir échapper les théâtres vers le haut. La conséquence de ça était très technique, puisqu'il fallait au départ rehausser la maison de la culture de 15 mètres. Vous voyez, c'est pas complètement neutre. En intégrant, si vous voulez, simplement cette évolution de cahier des charges, l'enveloppe financière passait de 12 à 19 millions d'euros. Deuxième événement, les 15 mètres en hauteur n'étaient pas acceptables par l'architecte des bâtiments de France, ce qui me paraît d'ailleurs tout à fait légitime, parce que vous imaginez 15 mètres de plus, ça signifie qu'on d'un côté de Bourges et aux alentours, on ne voyait plus la cathédrale, parce que en fait, le devant de la façade aurait été rehaussé. Donc en fait, la solution technique a consisté à laisser, rehausser la maison de la culture de 8 mètres et la descendre, à creuser un peu plus de 7 mètres. Et c'est là que ça s'est compliqué, puisqu'on savait très bien que sous ce site actuel, il y avait des vestiges archéologiques, puisque ça, on le savait dans la littérature et on l'avait confirmé quand le bâtiment Palmarium a été construit à côté. Mais le fait effectivement de descendre de 7 mètres touchait en fait ces vestiges. Donc en conséquence de quoi, il y a eu après un diagnostic archéologique, des prescriptions archéologiques. Conséquence de quoi, en faisant le prix des recherches, des fouilles, plus, je passe sur les détails, le dédommagement des entreprises, l'augmentation des prix après fouille des entreprises qui avaient obtenu le marché, on augmentait, le prix, on passait de 19 à 24 millions d'euros, donc on a augmenté encore de 5 millions d'euros, avec sans doute des aléas, si vous voulez, qui seraient arrivés inévitablement, puisqu'on était sur la réhabilitation, et on sait bien quand on réhabilite, vous savez, c'est comme dans un appartement ou une maison, on découvre toujours des choses, il y a sans doute des plus-values, et donc on serait sans doute arrivé à des niveaux d'investissement à hauteur de 28 millions d'euros. Donc c'est là que, en conséquence de quoi, le maire de Bourges à l'époque, Serge Pelletier, a eu cette réflexion avec les services en disant avec 28 millions d'euros, on est sans doute capable de créer un nouveau bâtiment du 21e siècle, avec toutes les prestations et les contraintes et cahiers des charges de bâtiments qu'on construit aujourd'hui. Et puis c'est pour ça qu'avec l'accord de la ministre de la Culture, Madame Filippetti, et la direction régionale des affaires culturelles, il a été décidé de construire une nouvelle maison de la culture ailleurs. Alors, la deuxième question qui va derrière, c'est quid de l'utilisation du site actuel. Très clairement, sur le mandat actuellement, nous ne ferons rien. Bon, le site a été sécurisé, donc il n'y a aucun risque par rapport à ça. Si ce n'est interroger les berruyers et les berruyères sous forme de concertation sur l'utilisation future du site actuel, ce qui permettra, je dirais, à la fin du mandat de définir qu'est-ce qu'on en fait réellement de ce site. Il y a plein d'idées qui ont germé pendant la campagne, mais voilà, nous prendrons le temps de la réflexion pour lancer un projet
inévitablement, nous n'aurions pas pu réaliser ces investissements au cours de ce mandat-là, puisque ça aurait eu encore un coût important, et nous devons au moins digérer pour l'instant les lourds investissements que nous avons en cours, le plan de renouvellement urbain, le Palais des Sports et la nouvelle Maison de la Culture. Une question de Stéphane de Saint-Amand-Moron. Quel est le sentiment des berruyers et berruyères sur la mise en place d'un live chat? Quelles sont les statistiques de fréquentation du premier volet? Cet exercice reste difficile, voire risqué. Bravo. Alors, c'est pas un exercice risqué, sinon je l'aurais pas pris. Simplement, c'est vrai que la perception est bonne par rapport à ce chat vidéo. J'ai beaucoup sur mon site, sur mon Facebook, on va dire, sur ma page Facebook, de retours positifs par rapport à ça. Et puis, je reçois des courriers et des emails qui me confirment que l'idée est bonne. Ce n'est pas un risque, si vous voulez. Vous savez, ça rentre tout à fait, moi, dans mon caractère. Je suis quelqu'un de proximité, quelqu'un de terrain. Je ne parle pas la langue de bois. Je suis transparent dans mes propos et je ne me mets pas en difficulté parce qu'il me semble naturel de m'adresser directement, bien sûr en priorité aux berruyers, mais à tous ceux qui le souhaitent pour répondre à leurs questions. Voilà. C'est un mode de fonctionnement qui me paraît tout à fait naturel et si cette forme la convient, et a priori c'est le cas, écoutez, je continuerai. Alors je n'ai pas forcément de retour de Saint-Amandois, mais bon, j'en ai au moins un retour puisque vous êtes de Saint-Amand. Simplement, ce que je peux vous dire, une chose, c'est qu'à l'instant où on parle, il y a 120 connexions sur le chat. Ça veut dire l'intérêt que portent les berruyers et les berruyères à ce chat. Une question de Didier Maurice. Bonsoir Monsieur le maire. Est-il envisagé de faire circuler des navettes électriques en remplacement des navettes à propulsion diesel, à défaut des navettes au gaz? Merci. Alors, bon, comme dans toute opération, nous allons opérer progressivement. Vous savez que nous avions donc la navette qui fonctionne aujourd'hui, elle fonctionne bien puisqu'elle est très utilisée. Nous avons, on va dire, pas expérimenté parce que nous avons doublé cette navette, ce que j'appelle l'oreille de Mickey, qui fait un tour de l'autre côté de la ville, juste, on va dire, avant le démarrage des travaux d'Avaricom. Donc cette navette a aussi un succès. Donc nous allons, dès la fin du chantier, la mise en fonctionnement d'Avaricom, remettre cette deuxième navette en fonctionnement. À partir de là, donc, on va voir comment ces deux navettes fonctionnent. En plus, ce que je peux vous dire, c'est que, et ça j'avais dit dans mon programme de campagne, décidé d'améliorer la signalisation des parkings qui se trouvent à proximité du centre-ville, de manière à ce qu'ils soient utilisés, notamment les parkings gratuits, et mettre en place aussi des navettes qui permettraient aux personnes qui garent leur voiture, par exemple, je prends l'exemple du parking des Prados, de venir en centre-ville sans avoir utilisé leur voiture. Ce serait d'abord un avantage, c'est de faire en sorte que d'apaiser la circulation automobile en ville, et peut-être de moins engorger les parkings de centre-ville. Quand nous en serons là, donc ça signifiera forcément qu'il faudra acheter d'autres navettes. Nous nous poserons effectivement la question de savoir qu'est-ce qui est le plus économique, qu'est-ce qui est le plus écologique entre les navettes à propulsion diesel, au gaz ou électrique. Mais voilà, nous allons procéder, j'irai par ordre, il ne faut pas tout vouloir faire à la fois. Je sais qu'il y a de l'impatience aussi par rapport à ça, mais laissez-moi un peu de temps, ça fait jamais que 3 mois que nous sommes élus. Une question d'Alexandre. Connaissez-vous le projet proposé à titre de réflexion pour la Maison de la Culture par Christian Gimonet? Et si oui, qu'en pensez-vous? Alors, il s'agit de la Maison de la Culture sur le site actuel. Le projet, effectivement, je l'ai connu, je l'ai parcouru. Je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a l'internaute précédent. La question ne se pose pas sur le fait de l'utilisation, de la création et la réhabilitation de Maison de la Culture à la place du site actuel. Maintenant, la décision est prise, on ne revient pas dessus. La ministre de la Culture y est favorable. D'ailleurs, à ce sujet, je tiens à noter que je vais recevoir dans les jours qui viennent le courrier de Mme Filippetti me confirmant l'apport financier de l'État sur cette Maison de la Culture. Donc il n'est pas envisageable pour des raisons à la fois pratiques, que j'ai expliquées tout à l'heure, et des raisons financières, de réhabiliter le site actuel pour la Maison de la Culture,
Donc voilà, bon, le projet est très bien, je respecte tout à fait la qualité et les compétences de M. Gimonet, mais le sujet n'est plus là maintenant. Une question de Franck. Pourquoi votre adjoint a-t-il accepté lors de la CDAC, Commission départementale d'aménagement commercial, le projet du Grand Leclerc à Saint-Doulchard, alors que ce projet est mal placé, qu'il est disproportionné pour l'agglomération et qu'il risque d'être néfaste au Leclerc du Prado? Merci. Alors je tiens à vous rappeler, je sais que vous êtes très attaché à la sauvegarde du centre-ville, je tiens encore à apporter cette précision. Tout d'abord, donc c'est le même patron de Leclerc du Prado qui a proposé donc son projet à Saint-Doulchard et qui m'a confirmé personnellement que l'objet ce n'était pas de fermer le centre qui se trouve en centre-ville, qui correspond à une clientèle particulière, et il n'aurait forcément pas pris les risques d'ouvrir un autre magasin sur Saint-Doulchard en concurrençant effectivement ces mêmes clients qui sont en centre-ville. Vous savez, c'est un investisseur qui par définition, qui investit et qui a une raison d'être, donc il n'y a aucune raison qu'il s'aborde un de ces magasins pour en ouvrir un autre. Bon, ça n'aurait pas de sens. Deuxième chose, vous savez, la situation le projet d'implantation se trouve à la sortie de Saint-Doulchard, donc qui viendra de toute manière par définition pas concurrencer les commerces de centre-ville, puisque il se trouve donc beaucoup plus loin. Peut-être qu'il concurrencera effectivement les autres, je dirais, hyper qui se trouvent à proximité, et finalement c'est pas forcément une mauvaise chose. Vous savez, le monopole de certaines marques sur la ville de Bourges fait beaucoup de mal, donc je ne citerai pas de marque pour pas faire publicité, mais je pense que la présence d'une concurrence est plutôt bien, et ça permet effectivement de baisser les prix naturellement. Bon. Et puis deuxième chose, vous savez, quand on a un projet comme celui-là, qui a comme objectif de créer une centaine d'emplois, par le contexte actuel, moi j'y suis complètement favorable. D'autant plus qu'en tenant compte des éléments que je vous ai donnés avant, vous savez, l'emploi est une chose très importante, elle touche tous les Français, les berruyers, les berruyères en particulier, et moi j'avoue que toute investissement de ce type créera des emplois dans le contexte actuel, mais écoutez, j'y serai pleinement favorable. Mais en tout cas, il faudra aussi intégrer, et là vous avez raison, la pérennité, je dirais l'impact que peut avoir ce type d'activité vis-à-vis des autres commerces de centre-ville. Aujourd'hui, je peux vous dire que le directeur de Leclerc a vu l'ensemble, enfin a vu les représentants des associations des commerçants de la ville de Bourges, donc pour présenter le projet. Et puis, je vais vous faire un petit aparté qui va peut-être vous faire sourire. Il y a un des commerçants de Bourges qui souhaite s'implanter dans la galerie commerciale de ce Leclerc. Vous voyez. Je veux préciser aussi quelque chose d'important, c'est qu'on a veillé aussi dans cette galerie commerçante qu'on n'ait pas de commerce en fait qui soit concurrentiel des commerces de centre-ville. Vous allez avoir surtout des commerces de services, type coiffeur, type cordonnerie, type imprimeur, mais en tout cas pas des commerces concurrentiels directement des magasins de centre-ville. Une question de Annick. Bonjour. Avez-vous l'intention d'augmenter tous les tarifs pour les résidents hors Bourges et dans les mêmes proportions que pour le conservatoire? Vous savez, il faut avoir... je souhaite être juste. Tout le monde réclame la justice. Je ne veux pas appliquer, je dirais, une règle pour toutes les infrastructures de Bourges. C'est pas là la question. Je vous ai expliqué le fond de l'École nationale de musique et de danse qui a effectivement une portée départementale. Vous dire simplement que c'est un investissement qui a été porté essentiellement par la ville de Bourges, certes avec des financements d'autres collectivités et d'autres financeurs. Mais aujourd'hui, sur le fonctionnement, donc ce sont plusieurs dizaines de techniciens, plusieurs dizaines de professeurs, d'enseignants de musique, pour 1100 élèves.
1100 élèves, et donc tous ces frais de fonctionnement, hein, puisque tous les ans ils sont les mêmes, hein, ces frais de fonctionnement sont portés uniquement par les contribuables berruyers, ce qui est une vraie injustice quelque part. Sachant si on considère aujourd'hui qu'il y a 1100 élèves qui fréquentent en fait notre installation, hein, l'École nationale de musique et de danse, et que sur ces 1100 élèves, il y a 30% qui ne sont pas de Bourges et 10% qui ne sont pas de l'agglomération. Donc là, il me paraissait naturellement nécessaire, et une fois encore pour une vraie justice, que les tarifs soient différenciés. Et ça, c'est une décision que j'ai prise après des discussions, notamment avec mes élus. Tout ça pour une justice. Je notais aussi une chose. Vous savez que le tarif de base, c'est 175 € par élève, quel que soit l'âge, et qu'il soit d'ailleurs jeune ou adulte. 175 € par an, c'est un prix ridiculement bas. Ça correspond à 1,5 €, 1,50 € par heure. Vous imaginez ce que c'est. Je peux vous dire qu'avec les augmentations que nous avons opérées pour les personnes qui fréquentent cette école de musique hors Bourges, nous sommes loin de ce qui se passe dans les autres villes de notre territoire. Donc voilà, à la fois par justice, ça me paraissait tout à fait normal, et à la fois pour se remettre au moins au tarif de ce qui se pratique ailleurs, et nous en sommes encore loin. Une question de Robert. Vous avez été nommé secrétaire national au développement durable et au transport lors du congrès du Parti radical. Est-ce que ce sera au détriment de Bourges ? Oui, je vois que les informations arrivent très vite. Oui, effectivement, donc au cours du dernier congrès du Parti radical, hein, qui s'est tenu donc samedi dernier donc à Paris, j'ai eu l'honneur d'avoir été élu effectivement secrétaire national en charge du développement durable et des transports. J'en suis ravi. Hein, donc l'objectif en fait, c'est de m'impliquer, on va dire nationalement, sur une thématique qui m'intéresse beaucoup. Hein, depuis tout le temps. Et le fait d'avoir cette activité au niveau national va permettre au contraire d'avoir un lien important entre les instances, on va dire, nationales et la ville de Bourges. Et ça, c'est très important. C'est ce qui permet effectivement d'obtenir parfois des aides, parfois des conseils, des appuis. Hein. Je tiens simplement à rappeler que si Serge Lepelletier, à l'époque ministre de développement de l'écologie, alors que Jean-Louis Borloo était ministre de la ville, il n'aurait jamais obtenu le plan de renouvellement urbain qu'on a obtenu, le plus grand de France, je rappelle, hein, 350 millions d'euros. Et donc ça montre bien qu'effectivement le fait d'avoir des attaches nationales, et en particulier celle que je vais avoir, va permettre d'avoir des retombées, tout au moins je l'espère, et sachez que je m'investirai à 100%. Tout en restant sur le territoire de Bourges, hein, j'y tiens beaucoup, et l'agglomération, parce que c'est là aussi qu'est ma vie, nous permettra effectivement d'obtenir des avancées sur cette thématique-là pour l'ensemble des berruyères et des berruyers. Une question de Marion de Saint-Doulchard. Monsieur le maire de Bourges, suite à la réunion sur la réforme territoriale qui s'est tenue à Orléans avec les 6 associations départementales de maires de la région Centre ce 25 juin, pouvez-vous me dire comment il est possible de vous rallier avec les Pays de la Loire concernant le projet de la réforme territoriale ? Tout d'abord, en fait, ces discussions qui ont démarré au Sénat, hein, sont de la responsabilité des parlementaires. Hein. Donc moi, je n'ai pas de pouvoir de décision par rapport à ça. Maintenant, très clairement, ces évolutions de région sont nécessaires. Nous n'avons pas le choix d'ailleurs en fait d'avoir des grands territoires. Regardez sur nos pays voisins, je vais prendre l'exemple de l'Allemagne, hein, en particulier, où les territoires des régions, pour la très grande majorité de l'Allemagne, sont beaucoup plus grands. Donc ça me paraît complètement nécessaire dans la mesure où il faut faire en sorte d'arrêter un peu ces millefeuilles. Alors c'est vrai qu'on parle le rapprochement des régions, mais il faut voir derrière qu'il y a d'autres choses. Il y a la suppression, alors je le dis comme ça peut-être brutalement, des conseils départementaux derrière, et puis aussi l'agrandissement des agglomérations, et tout ça correspond aussi à des transferts de compétences. Donc le chantier n'est pas sur le fait simplement de rapprocher des régions, c'est simplement de dire comment doit être fait notre territoire demain, avec des compétences qui se transforment sur les régions, les nouvelles régions, et aussi des compétences qui vont se transférer sur les agglomérations comme la nôtre.
Alors après, quant au rattachement, j'irais de la région centre au Pays de Loire, ou d'ailleurs même à la Charente, à Poitou-Charentes, hein, comme ça a été lancé l'autre jour. Chacun a, vous savez, moi j'ai discuté avec le président de Bono sur ce sujet-là et avec les parlementaires il y a pas très longtemps et avec le président du Conseil général du Cher la semaine dernière. Moi chacun a des atouts, en fait. Chacun a des arguments et des contre-arguments pour savoir est-ce qu'il vaut mieux se marier avec les Pays de Loire, est-ce qu'il vaut mieux se marier avec le Poitou-Charentes. Moi, simplement, et je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai débat parlementaire. Donc, laissons faire, nos parlementaires. C'est leur métier. Après tout, ils ont été élus pour ça. Moi, c'est vrai que j'aurais préféré un rapprochement avec l'Auvergne, tout simplement parce que nous avons des liens naturels qui nous relient. En particulier, il y a un projet qui me paraît tenir la route sur cette colonne vertébrale qui nous lie, et ben c'est le projet du LGV. Hein. Rappelez-vous qu'en fait, toutes les régions traversées par le projet ont été totalement unanimes sur le tracé ouest, hein, que ce soit la région centre, que ce soit la région Auvergne, sur le tracé. Donc on sait que demain le TGV arrive à Bourges et que la colonne vertébrale va traverser ces territoires. Donc c'était logique. Et puis l'autre logique aussi qui me semble importante, aujourd'hui nous avons des eurocirconscriptions. Hein, nous les avons éprouvées au cours des élections européennes il y a quelques semaines. Elles existent et puis pourquoi pas de nouveau les utiliser puisqu'elles regroupent effectivement le Limousin, la région Auvergne et la région Centre. Donc pourquoi recréer un périmètre? Bon voilà, ça c'est mon point de vue, mais je pense qu'en fait le débat est ouvert, c'est plutôt une bonne chose. On peut regretter la forme, bon c'est ainsi, hein, le président de la République l'a souhaité ainsi. Maintenant le débat est ouvert et puis je reste convaincu que nous allons arriver à tous une solution, mais surtout, je dirais qu'il faut le faire dans la plus grande sérénité. Une question de Audrey. Bonjour, j'ai vu le criquet dans le jardin de l'Archevêché. Il est lié à l'exposition. Est-ce que vous allez installer régulièrement des œuvres d'art dans la ville ? Alors c'est vrai que le criquet a fait fureur dans le jardin, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Effectivement, il est lié à l'exposition qui a lieu actuellement au château d'eau de Mauro Corda. Et puis, il y a, si vous avez peut-être constaté, dans les arbres du jardin de l'Archevêché, vous avez des chauves-souris en cire, donc levez bien la tête, vous allez trouver, je trouve que la démarche est très intéressante. Voilà, donc l'idée, donc le criquet, donc je ne sais pas si c'est toujours le cas ou pas, il y est peut-être plus dans le jardin de l'Archevêché, puisque nous avons eu malheureusement des dégradations, donc nous l'avons mis à l'abri. Nous allons ressortir, notamment nous l'avons mis à l'abri pendant le temps de la Coupe du Monde, parce que c'est un élément important, hein, c'est vraiment une œuvre d'art, et c'est dommage qu'on puisse les dégrader. Après, effectivement, ça m'a donné une bonne idée de continuer ce type d'exposition. D'ailleurs, j'avais l'idée, et je l'avais dit pendant la campagne, de profiter du jardin de l'Archevêché pour faire des expositions, et notamment de notre patrimoine, hein, qui se trouve actuellement dans des caves, hein, qu'on n'expose pas aux berruyères, aux berruyers. Et j'avais trouvé l'idée d'utiliser le jardin de l'Archevêché était plutôt bien, puisque d'abord c'est un lieu fermé, donc sécurisé par définition. Et donc voilà, le criquet qui est arrivé dans son envol, en se posant dans le jardin de l'Archevêché, m'a fait réveiller effectivement cette idée. Et je peux vous dire une chose, c'est que probablement, et là j'en ai parlé donc récemment avec la directrice des affaires culturelles de la région centre, il est possible que le Caliban, qui était donc devant la Maison de la Culture, qui est actuellement exposé dans ce musée à Amsterdam, revienne sur Bourges et soit implanté effectivement aussi dans le jardin de l'Archevêché. Voilà. Bien, écoutez, je crois comprendre que c'est la dernière question, puisqu'il m'a été posée, puisque maintenant nous avons passé l'heure, hein, il est 19h48. Je voulais vraiment, une fois encore, vous remercier, hein, pour toutes ces questions qui me rassurent et me confortent dans l'idée que vous, Berruyer, et même Saint-Amandois, hein, puisque j'ai une question de Saint-Amandois, vous intéressez à la vie de la ville de Bourges, et ça, j'y tiens beaucoup à cœur. Ça signifie que l'implication municipale dans laquelle je me suis lancé, pour laquelle j'ai été élu donc, au mois d'avril dernier, doit effectivement s'appuyer sur les questionnements,
sur les interrogations et les propositions que vous faites. Donc, je souhaite donc vivement continuer cette expérience. Donc, le prochain rendez-vous, je tiens à vous le dire d'ores et déjà, notez ça sur vos agendas, aura lieu donc le 10 septembre prochain à 19 h. Donc, je vous y donne donc rendez-vous, préparez vos questions, et puis je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été. À très bientôt, merci.